ravi d'être avec vous. On va désactiver un peu pour l'instant les micros de chacun pour qu'il n'y ait pas trop de bruit de fond. Et après, bien sûr, ce sera ouvert à la discussion. Donc, en fait, l'idée, c'était un peu de vous parler du cœur, ça c'est une évidence, et puis de donner quelques conseils et puis de faire un point sur un domaine qui est quand même primordial. Donc, ça va être très succinct comme topo. Je voulais quand même faire un petit rappel anatomique, vous allez voir, qui est très bref. Ensuite, on parlera des facteurs de risque qui sont quand même ce qui font que le cœur déraille. Et puis ensuite, on verra les 3 points, donc l'alimentation, l'activité physique et les gestes qui sauvent. Donc, ça prendra on va essayer de faire ça le plus rapidement possible. On pourra bien sûr, vous pourrez intervenir quand je vous le dirai, bien sûr, et puis la discussion est ouverte sur les différentes options, les différentes questions que vous avez à poser. Donc, en fait, on va commencer effectivement avec le premier slide. Comme ça vous permet de voir un petit peu le thème de ce soir. Est-ce que vous voyez à peu près bien si on a coupé le son, on ne va peut-être pas les entendre. Est-ce que vous voyez bien Oui, on voit parfaitement, oui. Bon, ben c'est bien, c'est parfait. OK. Allez, ben à ce moment-là, donc, vous avez vu que le principe, bien sûr, c'est d'être interactif et puis on va commencer. Alors, pour la petite histoire, j'ai ramené un cœur avant qu'on commence les slides. Vous voyez, c'est une maquette et vous verrez qu'anatomiquement, pour avoir une idée de la taille du cœur, il faut mettre son poing. En fait, vous fermez votre poing et c'est la taille du cœur. Donc, c'est quand même assez incroyable de penser qu'un petit organe comme ça est capable de faire autant de choses. Donc, c'est pour avoir une idée. Ça, c'est à peu près, vous voyez, une maquette de cœur d'adolescent avec, bien sûr, les gros tuyaux qui sortent, c'est l'aorte, l'artère pulmonaire, que vous pouvez peut-être voir ici et vous aurez une photo après. Et puis, donc, autour du cœur, vous avez les fameuses artères coronaires qui sont on va dire, les duriques du moteur, pour parler simplement, qui font maximum 3,5 mm de diamètre et puis après qui se répartissent, qui deviennent de plus en plus fines pour donner des cheveux. Donc ça, c'est vraiment l'anatomie externe du cœur, avec à l'intérieur, évidemment, des cavités qui sont séparées par des valves, et le sang donc circule dans ces 4 cavités en permanence. On va le revoir après sur le prochain slide. Il y a donc le cœur droit. Vous retenez que le cœur droit, c'est le sang veineux, qui a donné tout son oxygène et qui revient en passant par les poumons pour être réoxygéné. Et le cœur gauche, c'est le sang artériel qui nourrit par contre tous les organes, dont bien sûr le cœur. Je vais passer à la première slide, si vous pensez. Ah oui, c'est moi. Et ben voilà. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Là, je vous ai montré la maquette, ceci, vous l'avez ici en schéma. Donc le point fermé pour la taille du cœur, il y a 2 oreillettes, 2 ventricules, oreillette droite, oreillette gauche, ventricule droit, ventricule gauche. Alors la particularité du cœur, c'est que c'est un muscle, comme les quadriceps, les biceps, etc. Mais il a plusieurs particularités. C'est qu'il produit son électricité lui-même, tandis que les muscles, c'est votre cerveau qui commande les muscles, jambes, bras, etc. Tandis que là, il produit lui-même son électricité. Et donc, l'alimentation est fournie par les artères coronaires que vous voyez sur le schéma et que je vous ai montré aussi sur cette petite maquette. Alors, pourquoi j'ai dit ça? C'est parce qu'en fait, les principaux problèmes cardiaques, on ne va pas tout balayer, mais le rétrécissement des artères du cœur, c'est-à-dire des coronaires, engendre, quand c'est un rétrécissement, de l'angine de poitrine, ou angor en latin, angere, serrer la poitrine, même étymologie pour angoisse et angor, ce qui fait que ça peut se comprendre parce que c'est très angoissant comme symptôme. Et l'infarctus, c'est quand l'artère est complètement bouchée. Donc là, c'est la douleur permanente dans la poitrine et c'est là où on intervient 24 heures sur 24 pour essayer de les déboucher. Deuxième grosse pathologie cardiaque, les problèmes d'électricité qui découlent de cette fabrication électrique. Alors, ça peut être des troubles du rythme des oreillettes ou des ventricules. Et ça balaye pratiquement, alors pas toutes, mais
la majorité des pathologies. Je ne parle pas des valves à l'intérieur, qui sont une autre pathologie. Vous savez qu'il y a des valves mitrales, des valves aortiques. Elles peuvent dégénérer, elles peuvent se calcifier, elles peuvent se rompre. Donc là, effectivement, jusqu'ici, jusqu'à il y a quelques années, on n'envisageait que la chirurgie. Au jour d'aujourd'hui, on arrive quelquefois à changer les valves, quelquefois, assez souvent, notamment l'aorte, par voie interne. Ça, c'est le rappel anatomique. On pourrait y passer des heures, mais ce n'est pas le but de ce soir. Alors, les facteurs de risque, ça, c'est important de les connaître. Vous les connaissez sûrement tous. Le tabac, c'est une catastrophe. On est bien entendu manipulé par le lobby du tabac. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, le service militaire en France, on avait des cigarettes gratuites. Enfin, jusqu'à il n'y a pas longtemps, ça passe quand même, mais c'était le cas. On n'était pas un homme quand on ne fumait pas. Au jour d'aujourd'hui, il y a un peu plus de femmes que d'hommes qui fument. À 16 ans, il y a 52% des adolescentes qui ont essayé, 48% des garçons. C'est extrêmement difficile d'arrêter. On a un gros défaut en France, pas dans tous les pays, mais de prévention. Moi, je pense qu'il faudrait, dès la 6e, 5e, qu'on fasse comprendre aux enfants, parce que c'est une période difficile d'adolescence où en fait ils commencent, les premières cigarettes sont dégueulasses et puis après le disque dur est programmé et malheureusement c'est difficile. L'aide au sevrage, c'est fondamental. Tout est bon. Il y a bien sûr les patchs nicotinés qui donnent la dose de nicotine. Il y a le Champix qui est un médicament qui écœure, un peu comme chez les alcooliques, qui a eu ça, mais qui est efficace. Et puis l'acupuncture, l'hypnose, tout est bon. Le tout, c'est d'avoir envie, d'être motivé, et c'est ça qui est difficile. Dans un couple, quand les deux fument, qu'il y en a un qui arrête et l'autre qui n'arrête pas, c'est quasi mission impossible. Voilà, le diabète, maladie du 21e siècle, qui va exponentielle. Je parlais du lobby de l'industrie tabagique, là c'est le lobby de l'agroalimentaire avec les cochonneries, pour ne pas dire autre chose, que l'on a dans l'alimentation, que vous avez aux caisses de tous les grands magasins, les sucres, qui font qu'on a actuellement un mal endémique qui est en train de générer d'énormes pathologies cardiaques. Là, il faut d'abord commencer par le régime et le traitement est efficace, mais si le régime n'est pas bon, alors il faut bien distinguer. Il y a deux types de diabète. Il y a le diabète de type 1 qui malheureusement touche les jeunes enfants, les jeunes adultes, où c'est l'insuline d'emblée parce que le pancréas est arrêté et ça, les malheureux n'y peuvent rien. C'est une maladie auto-immune. Le diabète de type 2, c'est toujours un problème alimentaire. L'hypertension, alors, elle est favorisée par le sel, par le poids. Il y a des hypertensions génétiques, chez la race noire notamment. Il y a l'hérédité. Pareil, régime, traitement permettent de limiter les choses. Donc, je reviens un tout petit peu au tabac. Il faut s'imaginer qu'à chaque fois que vous fumez, vos artères se spasment. C'est des tout petits tuyaux et qui se rigidifient. Le diabète, ça calcifie les artères et ça les rigidifie également. L'hypertension, pareil, ça les rigidifie. Vous imaginez un tuyau d'arrosage que vous laissez en plein soleil, il durcit. Et bien, les artères, c'est la même chose, elles durcissent. Ce n'est plus des tuyaux souples. Après arrive le cholestérol, quatrième fléau, qui est en fait, on sait que dans le sang, vous avez des graisses, et ces graisses se déposent petit à petit dans les artères, un peu comme l'eau qui est souvent très calcaire chez nous, et vous savez que les tuyaux, il y a du calcaire qui se dépose, c'est exactement la même chose pour l'intérieur des artères du cœur. Les graisses se déposent petit à petit, et au bout de 15, 20, 30, 40 ans sur les gens, et ça se bouche ou ça se rétrécit. L'hérédité, on n'y peut rien. Là, les gènes, ça travaille beaucoup au niveau génétique. Je suis convaincu qu'on va découvrir plein de choses. Il faut le savoir, dans les familles où il y a des pathologies chez des gens qui n'ont jamais fumé, jamais d'hypertension, il faut qu'ils soient suivis de très près. Le dernier fléau accentué par le Covid, c'est la sédentarité. On sait que l'alcool, l'obésité influent. Alors l'IMC, c'est l'indice de masse corporelle. Je n'ai pas mis la dimension, mais c'est le poids divisé par la taille au carré. Le poids divisé par la taille au carré, donc vous faites avec une petite réglette. En dessous de 25, vous n'êtes pas en surpoids. Entre 25 et 30, vous êtes en surpoids. Au-dessus de 30, c'est déjà l'obésité. Il y a beaucoup d'entre vous qui vont malheureusement se retrouver au-dessus de 25, mais c'est un facteur important. Le périmètre abdominal, il faudrait qu'il soit inférieur à 80 chez la femme, inférieur à 90 chez l'homme. Au-delà de 102 chez l'homme, au-delà de 90 chez la femme, c'est un facteur de risque. Alors, j'ai mis en dessous, ce n'est pas 1 plus 2, 1 plus 1 plus 1 plus 1, c'est au carré quasiment. Quand vous fumez, que vous faites du diabète, vous avez une bombe à retardement chez vous, et c'est vrai pour les autres. J'insiste pas là-dessus, mais c'est vraiment un domaine important. L'alimentation, alors,
ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un problème, il y a plusieurs problèmes, bien entendu. Et ce qui ne fait pas grossir et ce qui est bon, c'est plutôt plus cher que les saloperies qu'on a dans le commerce. Vous savez qu'il y a un ratio glucides environ 50%, lipides environ 20% et protides 30%. En gros, je ne sais pas exactement les ratios, mais c'est à peu près ça. On ne fait pas attention quand on mange, on ne va pas commencer à prendre sa calculette, savoir combien je prends de glucides. Vous avez un petit peu la pyramide de ce qui est bon sur le slide. Alors, régime crétois, vous savez que ça a été prouvé, c'est huile d'olive, légumes, poissons, fruits, puisqu'ils sont sur une île, qu'ils pêchent tout le temps, qu'ils ont de l'huile d'olive partout. Et il a été prouvé qu'ils ont beaucoup moins de problèmes cardiaques que l'Europe, par exemple, de l'Est, l'Allemagne, les pays nordiques, qui mangent beaucoup plus de graisse et notamment de friture et de choses comme ça. Alors ça, c'est moi qui ai mis Cataclysme Burger, mais ça en est un. Soda plus graisse saturée, donc les fritures, les burgers, sans citer de marque. Mais quand je mange au self de notre clinique, moi, je suis stupéfait sur les plateaux. Quelquefois, je fais le calcul, il y a à peu près une personne sur deux qui boit un soda en mangeant. C'est catastrophique. C'est catastrophique parce que vous habituez votre corps au sucre et en fait, vous engendrez du diabète, vous engendrez des choses comme ça. Buvez de l'eau, buvez un verre de vin de temps en temps, un verre de bière de temps en temps. Arrêtez les sodas en mangeant. Je ne dis pas qu'il ne faille pas en boire jamais, mais en mangeant tout le temps, c'est vraiment catastrophique. Alors, j'ai mis quelques aliments. Alors, les pois chiches, parce que c'est pas cher, hein, l'houmous, tout ça, très bien, allez-y, mangez ça. Fruits à coque, les amandes, les noix, tout ça, c'est très, très bon. Alors, le poisson, le maquereau, si vous notez dans un coin de votre truc, Steve le phoque, le fameux qui a traversé la Manche en slip de bain, un sportif, vous trouverez sur Internet des trucs, il mange 10-12 macros par jour. Alors, vous verrez qu'il est enrobé, mais il est bourré d'oméga 3. Alors, je ne le connais pas personnellement, hein, mais je suis certain qu'il n'aura pas de problème cardiaque parce qu'il se protège donc avec les bonnes graisses. Voilà. Aparté et puis j'ai mis framboise mûre, mais ce n'est pas à la saison parce qu'il y a des oméga 3, il y a plein d'autres aliments qui ont des oméga 3. Je me méfie beaucoup, mais là, je n'ai pas d'argument à vous prononcer sur, vous savez, les margarines oméga 3. Je ne suis pas convaincu, mais je n'ai pas de preuve à vous dire, mais je pense que ce n'est pas l'idéal. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que toute graisse cuite, donc du beurre cuit, etc., ça devient des graisses saturées et qu'elles ne sont pas bonnes. Il vaut mieux manger un bon morceau de beurre frais que peut-être de la margarine. À vérifier. Hein. Je ne suis pas nutritionniste, diététicien, mais c'est mon sentiment. Alors, ça, c'est donc l'alimentation sur laquelle on pourra revenir après. Pourquoi l'activité physique? Alors, je vous citais tout à l'heure le Covid, qui est une catastrophe supplémentaire, hormis le contexte infectieux, la catastrophe, la pandémie mondiale qui nous accueille, qui, à mon avis, accentue les fractures sociales. C'est qu'en fait, les gens sont restés chez eux, ils ne font plus rien. Moi, j'ai des clubs sportifs que je côtoie qui ont perdu la moitié de leurs licenciés et qui encore aujourd'hui n'ont pas retrouvé le plein. Les enfants ne vont plus faire de sport. Alors, entendons-nous bien, on ne va pas là pour faire les Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est une activité physique, c'est de la marche, c'est du vélo. Ceux qui font de la compétition, très bien. Après, quand on est jeune, il n'y a aucun problème. Après un certain âge, je dirais après 40 ans, surtout si on a fumé, il faut absolument voir un cardiologue et faire une épreuve d'effort si vous voulez vous y remettre et que vous avez arrêté. Le schéma que je prends à mes patients quand je les vois, c'est souvent, vous avez des gens qui font du sport, alors on va prendre des hommes, hein, puisque jusqu'à 25 ans, ils se marient, et puis ils arrêtent tout. Et puis à 40 ans, ils disent, merde, ça ne va pas bien, il faut que je refasse du sport. Ils ont pris 20 kilos et ils veulent refaire comme quand ils avaient 20 ans. Et là, il faut se méfier. Alors, j'ai dit les sports d'endurance, c'est marche, vélo, natation, mais il faut savoir que tous les sports sont bons, hein. Le yoga, la danse, la zumba. L'endurance, si vous voulez, c'est un travail d'endurance, c'est-à-dire que vous restez à une fréquence cardiaque constante. C'est pour ça que j'ai mis 220 mois l'âge. Ça, c'est votre maximum. Mais il faut travailler à peu près à 80% de cette fréquence maximale, hein, de 220 mois l'âge. Quand vous faites de la résistance, hein, il y a endurance, résistance. La résistance, c'est quand vous voulez progresser en éléments sportifs, vous voulez améliorer, c'est-à-dire que vous faites du fractionné, je ne sais pas, vous faites sur 10 km, vous faites 1 ou 2 km, ou vous sprintez de temps en temps sur 200-300 mètres. Là, vous travaillez en résistance. Quand vous êtes cardiaque,
il ne faut pas travailler en résistance. Quand vous sortez d'un pépin cardiaque, d'un infarctus, choses comme ça, il faut toujours travailler en endurance. Quand vous travaillez en résistance, c'est que vous avez le feu vert, soit vous êtes jeune et qu'il n'y a pas de raison que vous ayez de problème, soit que vous avez le feu vert de la faculté, si je puis dire. Alors, cette activité physique, elle doit être faite tout le temps. Quand je dis 30 minutes par jour, c'est minimum, ça veut dire que c'est 3 heures par semaine. Plus vous en faites, mieux c'est prouvé. C'est les cardiologues, pas moi en particulier, mais les fédérations, les études qui ont été faites, qui ont prouvé que c'était bon pour le cœur. Pour toutes les maladies, l'activité physique est bonne. Du cancer à toutes les maladies, on sait que l'activité physique améliore le pronostic. Alors, pourquoi grand froid et très chaud, -5, +30, attention au sport. Il faut le faire, mais light. Parce que là, par contre, il y a d'autres éléments qui entrent. Il y a la sueur, il y a quand on a très chaud, la vasoconstriction quand on a très froid. Et ça, c'est pas bon. Pourquoi c'est bon l'activité physique? Parce que ça active la circulation. Vous vous doutez bien que quand vous le sentez, votre pouls, si vous avez l'occasion de le prendre, il s'accélère. Et l'endothélium, qui est la paroi intérieure des artères, vous avez trois parois dans l'artère, l'adventice extérieur, la média au milieu et l'endothélium à l'intérieur. L'endothélium est en contact avec le sang en permanence. Donc, elle recueille les graisses, elle recueille ça. Et ça, cette activité physique, on sait que ça protège le dépôt de graisse dans les artères. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les graisses déposées, elles ne disparaissent jamais. Par contre, elles peuvent se stabiliser avec l'activité physique et les traitements. Voilà un peu après l'alimentation, l'activité physique, on va attaquer les gestes qui sauvent. J'ai d'emblée, je me suis limité à l'arrêt cardiaque. Je ne peux pas parler de la manœuvre d'Heimlich quand on s'étouffe, des hémorragies, les points, etc. Pourquoi? Parce que c'est également un domaine où on n'est pas très bon en France. Ça commence à devenir mieux. On commence à être équipé partout de défibrillateurs cardiaques. Malheureusement, la population n'est pas suffisamment préparée. Quand il y a quelqu'un qui s'écroule autour de vous, je vais prendre un image, mais la plupart du temps, tout le monde se sauve. C'est pas bien, mais c'est pas par peur, on se dit qu'est-ce qui se passe, voilà. Et en fait, là, on commence quand même à avoir, il y a beaucoup de gens qui s'impliquent, les assurances, les applications que je vous ai mis en bas à droite est très très bien faite. Les pompiers font des formations. C'est plus par peur. Et je peux vous dire qu'en tant que cardiologue interventionnel, quand on a des arrêts, puisqu'on en a bien sûr, quand on travaille comme ça, c'est toujours un moment de stress. On a le matériel pour démarrer, mais c'est toujours un moment de stress. Donc, c'est d'autant plus stressant dans la rue quand vous êtes à côté de quelqu'un qui s'écroule. Et il faut souhaiter, et ça, à ce moment-là, c'est le hasard de la vie, d'être quand même dans un lieu où il y a du monde. Il faut être plusieurs, parce que tout seul, faire ce que je vais vous expliquer là, c'est très difficile. Et puis voilà, quoi. Mais au jour d'aujourd'hui, statistiquement, il vaudrait mieux faire un arrêt dans un avion. Il faudrait mieux parce que les hôtesses de l'air sont formées, parce qu'il y a un défibrillateur cardiaque. Il vaudrait mieux faire un arrêt dans certaines villes. Je prends Seattle aux États-Unis. Un arrêt cardiaque sur 2 est récupéré. En France, aujourd'hui, vous vous écroulez par terre d'un arrêt cardiaque, vous avez 5 à 6% de chances d'être sauvé. Bon, bref, ça vous donne un peu la difficulté du problème. Alors, en fait, si vous avez la chance d'être plusieurs ou être à côté de quelqu'un, quand on est tout seul, c'est vraiment difficile parce qu'en fait, il faut s'assurer que la personne est vraiment en arrêt. Il faut appeler le 112. Je dis le 112 plutôt que le 15 parce que le 112, ça regroupe plusieurs appels d'urgence. Et en fait, la seule chose que vous ayez à faire, on oublie la respiration artificielle, en fait, c'est masser, appeler, défibriller. C'est les 3 messages qu'il faut garder. Dès que vous avez vous ne pouvez pas faire d'erreur en massant. Vous n'avez qu'à regarder les applications qui existent partout sur les ordinateurs. J'ai mis Staying Alive, j'ai mis vous faites massage cardiaque c'est très bien, vous avez accès aux pompiers. C'est fatigant. C'est 2 contractions par seconde. Quand vous êtes quelqu'un qui appuie avec les poings sur le sternum, il faut appuyer au milieu pour essayer d'éviter de casser les côtes, au milieu du thorax, et pas sur le côté. Le cœur est à gauche, vous le savez, mais il faut appuyer sur le sternum. Et quand vous êtes tout seul et que vous massez donc 100 à 120 fois par minute, je peux vous dire que vous suez des gouttes très rapidement. C'est pour ça qu'il vaut mieux être 2. Quand on est l'autre qui peut appeler, qui peut trouver éventuellement un défibrillateur à côté de la personne qui s'écroule, grâce aux applications Staying Alive, c'est toujours mieux.
Et après, vous massez de toute façon jusqu'à ce que les secours arrivent et puis qu'ils prennent le relais, les pompiers, les médecins, le SAMU qui vont vous aider. Hein, voilà. Donc, c'est bien entendu un raccourci que je vous ai dit. Moi, là, l'objet, c'est la discussion. C'est assez bref, hein, ce que je vous ai expliqué. On va pas non plus, je ne vais pas vous saouler avec plein de choses. Surtout, il ne faut pas avoir mauvaise conscience de notre alimentation. Hein, je ne suis pas un père fouettard à dire c'est pas bien, vous avez fait ça, vous êtes affreux. On a tous nos défauts et il faut savoir faire la fête, il faut savoir, mais il faut savoir aussi il faut savoir, c'est un problème d'éducation au niveau de l'alimentation et ça se fait très jeune. Le rôle des parents est très important. Moi, je vois quelquefois des petits-enfants en poussette qui ont des paquets de chips pour leur repas. C'est assez dramatique. C'est vrai qu'on ne sait plus cuisiner simplement ou moins, on sait moins cuisiner qu'avant. Il y a une prise de conscience indiscutable, mais je ne suis pas là non plus pour vous dire c'est pas bien si vous faites ça, c'est pas bien. Il faut, il faut savoir que même si vous n'avez jamais fait de sport avant 50-60 ans, si vous y mettez, c'est toujours bénéfique. Même si vous avez fumé jusqu'à 70 ans et que vous avez la chance qu'il ne vous soit rien arrivé avant, arrêtez de fumer, ça sera forcément bénéfique. Donc, il ne faut pas se dire c'est foutu parce que j'ai ça. On a vraiment énormément progressé dans tous les domaines, aussi bien médicamenteux, etc. Mais il faut que chacun d'entre vous y mettiez du vôtre. Nous, on est là pour vous donner des conseils, on est là pour vous donner des médicaments, on est là pour vous traiter en urgence, 24-24, je pense, pour les infarctus, essayer de déboucher vos artères. Il faut savoir que 75%, il y a eu une baisse de 75% de mortalité en France sur 15 ans grâce à ces astreintes interventionnelles. Mais si après vous ressortez, que vous refumez, que vous mangez n'importe quoi, etc., passez-moi l'expression, c'est de la confiture au cochon. On a la chance d'être dans un pays où on a accès à beaucoup de choses, mais il faut savoir après avoir un électrochoc et se prendre en main. Bon, voilà. Et encore une fois, l'activité physique, ce n'est pas les Jeux Olympiques de Paris 2024, c'est le sport. Ben, écoutez, je crois que je dirais que c'est à vous. Je reste à votre disposition si j'arrive à répondre à vos questions. Hein, donc, après, vous êtes peut-être… Est-ce qu'on pourra disposer du support, s'il vous plaît? Oh oui, pour vous de toute façon, il sera mis il sera enregistré. Vous pourrez ne pas voir ma tête, mais ne voir que les slides. Et vous pensez à toutes les choses que j'ai pu vous dire. D'accord. Ça va être mis après en ligne. Merci. Alors c'est un peu, mais je ne pouvais pas vous parler on peut aller à fond, on peut parler des heures là-dessus, hein, mais c'est plus un… Si par exemple vous arrivez à mettre l'application sur votre smartphone, regardez un petit peu si vous avez un petit comment dirais-je, au niveau régime, si vous dites, bah, tiens, oui, il a raison, pourquoi pas essayer, voilà, c'est ça que ça me ferait plaisir que vous ayez retenu ça. Oui, ça peut servir de pense-bête, je veux dire, et puis même peut-être de piqûre de rappel de temps en temps. Je pense que ça peut être sympa de l'avoir sous le coude. Oui. Moi, c'est ce que je dis aux gens. Vous savez, quand je dilate la nuit à 3 heures du matin, je leur dis rien au début, puis à la fin, je leur dis, bah, écoutez, si vous pouvez éviter de me rappeler à 3 heures du matin, ça serait bien d'arrêter de fumer. Ah oui, non, docteur, c'est tout, j'avais tellement mal, non, j'arrête. Mais c'est pas facile à faire parce que j'étais très dur, moi, en début de carrière sur les fumeurs. J'étais du genre sans discussion, etc. C'est très, très difficile d'arrêter de fumer. Et dès que vous revenez dans votre… moi, j'ai aucun mérite, j'ai jamais fumé, puis j'ai jamais eu envie. Donc, si j'ai pris un mégot de cigarette à l'âge de 7 ans dans le cendrier de mon père, ça m'a dégoûté à vie. Mais je veux dire, c'est vraiment le disque dur, il est manifestement imprégné. Et je crois que tout est bon pour essayer d'arrêter. C'est ça qu'il faut retenir. Et comme dirait l'autre, c'est pas difficile d'arrêter, ça fait 50 fois que j'arrête. C'est pas grave, la 51e, ça marchera. Le docteur Brimont, c'est M. Letinsky à l'appareil. Oui, bonjour. En tout cas, je tenais à vous remercier d'avoir pris le temps de nous transmettre des informations vraiment intéressantes sur ces vidéoconférences. C'est génial. Ce serait bien si on le ferait plus souvent. Une question, vous avez l'occasion de me mettre un stent en mi-août de cette année. Oui. D'accord.
Et vous m'avez prescrit des séances de rééducation. Oui. Vous Je avez ne pas les de ai pas nouvelles? faites. Je les ai pas faites parce que j'ai eu peur à cause du coronavirus, parce que dans la salle, dans le vestiaire, on est à 10, 15 là, sur même pas 5 mètres carrés. Je n'ai pas osé, j'ai pas osé m'inscrire. Alors, est-ce qu'il y a des mesures prises dans la salle ou quoi, ou Ben, des barrières? d'abord, il est toujours temps de le faire. Ensuite, les phases, si vous voulez, Covid, les premières, deuxième vague, on avait complètement arrêté la rééducation à cause de ça. Ouais. Normalement, si vous êtes au jour d'aujourd'hui, vous savez que pour rentrer dans un établissement de santé, ben, c'est passe sanitaire, c'est vaccination. Si vous arrivez avec les gestes barrières bien, le risque est minimal. D'accord. Je vais juste, encore un aparté qui n'a pas grand-chose à voir. Vous avez peut-être entendu parler du concert d'Indochine qui a eu lieu en mai, le groupe Indochine, hein, 4000 personnes collées les uns aux autres avec des masques, mais une étude très, très forte. C'est-à-dire qu'ils étaient négatifs avant, ils ont eu un PCR juste avant le commencement, et on a fait les études sur ces 4000 personnes. Donc, grâce aux masques, etc., il y a eu 8 cas positifs sur les 4000. Et il y en avait 3 qui finalement étaient positifs avant de rentrer au concert, et les 5 qui ont été positifs, ils ne se sont pas contaminés entre eux. Ce qui veut dire que les gestes barrières dont on nous bassine actuellement sont vraiment efficaces. Et si vous voulez, au jour d'aujourd'hui, en réadaptation, on a quand même, on prend. Alors, je vais peut-être pas vous dire, je ne sais pas, j'y vais pas en réadaptation, mais peut-être qu'ils gardent le masque quand même pendant la séance, hein, je pense. Mais si vous avez des masques, le risque est quasi nul par rapport à se retrouver dans la rue, si je puis dire. D'accord. Ouais, Alors, une dernière question, c'est-à-dire que lors de l'intervention, vous m'avez dit qu'il faudrait qu'on se voit en fin d'année. Il faut que je prenne rendez-vous avec vous ou quoi? Voilà, bah, peut-être, si c'est moi qui vous suis, effectivement, il faut appeler le cabinet. Bon, on est bien rempli, mais on essaiera de vous intercaler. Merci. Je vous en prie. J'abonde, hein, je me permets, j'ai fait la rééducation et je peux donc dire effectivement que les masques sont donnés. Donc, on fait même une deuxième distribution parce que évidemment ils sont mouillés avec la transpiration. Donc, il y a une deuxième et tous les gestes barrières sont bien respectés. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Les yeux fermés. Voilà. Merci. Oui, bonsoir docteur. Moi j'ai une question. Vous avez évoqué le sport, l'activité physique, mais attention quand il fait trop chaud ou trop froid. Oui. Donc ma première question, c'est par rapport au froid. Hein, voilà, si on va au ski par exemple. Alors, il faut distinguer si vous êtes entre guillemets cardiaque ou pas cardiaque, hein. Je dirais que. Excusez-moi, j'ai été opéré d'un triple pontage. Hein. Ouais. Voilà, alors, si vous avez parce que si vous avez un triple pontage, vous devez avoir des épreuves d'effort assez régulièrement. Si votre épreuve d'effort est adéquate et que vous vous couvrez bien, il n'y a pas de raison de ne pas aller au ski, hein. Le pontage permet de rétablir. Alors évidemment, il faut être suivi. Tout dépend de l'altitude aussi à laquelle vous allez. Bon, c'est vrai qu'au ski, on peut aller quelquefois assez haut. Il faut savoir qu'à 2500 mètres d'altitude, il y a le quart d'oxygène en moins. À 5000 mètres, il y a la moitié d'oxygène en moins. Et vous savez que le principe de l'angine de poitrine et de l'infarctus, c'est qu'il n'y a plus d'oxygène qui arrive au cœur. Donc, ça peut être une façon aussi de démasquer une angine de poitrine qui apparaît. Si vous êtes bien traité, bien couvert, et que l'épreuve d'effort a été faite, pourquoi pas? Moi, j'ai fait beaucoup de montagnes. J'ai un ami guide qui est ponté, qui a 72 ans aujourd'hui et qui était encore à 3900 mètres d'altitude cet été, quoi. D'accord. Quand vous parliez de l'effort où il faut jouer de l'endurance, oui. Si c'est du ski de fond, par exemple, qui nécessite quand même beaucoup plus de… Enfin, j'en ai jamais fait, mais j'imagine que c'est quand même beaucoup plus physique que le ski alpin. Je dirais que c'est presque mieux que le ski alpin, parce que c'est un sport un peu comme la marche ou Alors, tout dépend les pentes que vous faites. Si vous allez dans le Jura ou si vous allez ça dépend où vous faites votre ski de fond. Si vous allez au Népal, je ne vais pas vous dire… De toute façon, il n'y en a pas de ski de fond au Népal. Mais si vous êtes bien couvert, vous allez vous réchauffer très vite. Progressivement, il faut dire que vous vous échauffez en fait, hein. Tandis que le ski, vous vous échauffez pas vraiment, hein. Si vous faites du ski de piste, vous montez sur votre tire-fesse ou vous vous gelez comme dans le film. Et puis étoile des neiges. Et puis dans la descente, vous vous réchauffez pas beaucoup non plus. Mais si vous êtes bien couvert, c'est possible. Moi, je suis très ski de fond. Oui.
Alors, c'est un autre plaisir. Vous avez d'un côté le plaisir de la glisse, l'autre problème plutôt l'endurance. Alors, si on aime ou si on n'aime pas, quoi. Le tout, c'est de faire quelque chose. Moi, je dis aux gens, mais combien de temps vous passez devant vos écrans plats, devant vos trucs par jour? Avant, je disais la télévision, mais maintenant, c'est les smartphones. Ben, écoutez, coupez votre smartphone et allez marcher, allez prendre l'air, allez vous aérer. Donc, pour revenir à votre cas, si vous avez eu une épreuve d'effort rassurante, que vous avez votre traitement, que vous êtes bien couvert, pour moi, il n'y a pas de contre-indication à skier. D'accord. Et à l'inverse, vous évoquiez les températures élevées, ça veut dire qu'on doit faire attention à partir de quel… C'est différent. Alors, en fait, le froid vasoconstricte, hein, il resserre les artères. Le chaud, c'est plus un problème de… Je dirais que le chaud pour le cardiaque est moins un problème parce qu'on est dilaté. Donc, en général, c'est plus un problème de déshydratation, le chaud. Faire un effort d'endurance, à partir du moment où vous vous hydratez bien, mais j'ai pris comme le distinguo, plus de 30, moins de 30 et moins 5, au-delà de plus 5. Quoi. Je pense qu'au-delà de plus 30, ceux que je vois courir par des chaleurs comme ça, c'est pas, on sait qu'il y a quand même des accidents, quoi. Par désordre ionique, par plein de choses. Mais donc, je pense qu'il faut être raisonnable quand j'en vois courir sous le cagnard ou grand froid, c'est pas l'idéal. Mais par contre, marcher, du moment que vous êtes en randonnée, qu'il fait plus chaud, que vous avez de l'eau, vous vous hydratez, oui, très bien. Mais il faut se protéger du soleil et de la chaleur quand même. Ok, merci. Bonsoir, docteur. Si je me permettre, salut Patrick. Bonsoir. Je voulais docteur, vous remercier pour la qualité de votre synthèse là, et ce travail et témoigner de la rééducation par rapport pour Monsieur Lutynski. Moi, ça m'a fait revivre. J'étais avec François Morchin d'ailleurs, le monsieur. Ouais, bonsoir, ça me fait plaisir de te revoir. Et vraiment, il y a une émulation, un suivi. On a des électrodes, on se sent progresser. Et moi, après des pontages, et où je dois là, bien sûr, remercier beaucoup le docteur Brimand, c'est la nouvelle vie, ça a été le début de notre nouvelle vie, quoi, parce qu'il y a une équipe extrêmement gentille, extrêmement motivante, on va dans de l'effort intense, on est très bien suivi, et ça permet de franchir une étape vers la normalité. Donc voilà, merci à vous, et surtout faites la rééducation, je vous le conseille. Oui, c'est tout à fait. Merci Patrick. Parce que c'est quand même un ciel qui tombe sur la tête. Bonsoir. Bonsoir. Une question de naïf. On parle beaucoup de défibrillateurs, mais je ne sais même pas ce que c'est. Ah oui, c'est vrai. Je sais qu'il y en a partout, mais je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Alors, c'est vrai que j'en ai pas là. Alors, ce qu'il faut savoir, donc vous avez raison, je n'ai pas évoqué, tout ce qui est dans la rue, ce sont des défibrillateurs automatiques. C'est-à-dire que vous l'ouvrez, et tout est indiqué dessus. Il y a dans la boîte 2 électrodes, 2 patchs qui sont à peu près de la taille de votre main. Vous en collez une sur le devant de la poitrine et l'autre sur le côté, du côté gauche. Mais c'est indiqué aussi sur le… Et en fait, dès que vous ouvrez la boîte, il y a une voix qui se met en route et qui vous dit les différents cheminements à faire. Et vous ne pouvez jamais faire d'erreur. Je veux dire, même si… Parce qu'évidemment, on ne meurt pas, vous pouvez mourir d'une rupture d'anévrisme là-haut, et puis il y a des gens qui font, ce n'est pas forcément un arrêt cardiaque, je veux dire, enfin si, au final, on meurt tous d'un arrêt cardiaque, ça, on est d'accord. Mais tout ne réagit pas. Et la machine va analyser votre électrocardiogramme par ces 2 patchs. Donc, il fait un électrocardiogramme qui calcule, et ils vont vous dire, reculez-vous, je vais choquer, parce que si vous touchez le patient, là, pour le coup, vous allez être choqué avec lui. Mais donc, c'est d'une simple… Mais c'est vrai que ça fait peur. Et ça fait partie des choses que vous pouvez faire en allant faire des stages avec les pompiers, voir comment ça se passe, parce que là, vous allez manipuler les défibrillateurs. C'est vrai qu'il faut le voir. Moi, je vois au cabinet où on est, on en a bien sûr un, on a eu un arrêt dans le couloir. C'était la panique. On a eu, heureusement, il y avait un de nos collègues, mais c'est vrai que nos secrétaires, de temps en temps, on fait des trucs, mais c'est vrai que c'est un peu la panique, le temps de déshabiller, de mettre l'électrode. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut, si possible, être plusieurs quand il y a un arrêt à côté de soi. Mais si vous avez l'occasion d'aller dans une formation, c'est bien de le voir, mais sachez que si vous prenez la boîte, vous l'ouvrez, tout est indiqué. Alors,
le moment de panique, si vous ne pouvez pas masser, ouvrir la boîte, c'est pour ça qu'il faut au minimum être deux, quoi. C'est pratiquement impossible et si vous appelez le 112, que vous avez la chance de masser, si vous ne pouvez faire que ça, masser et appeler le 112, il faut mettre votre haut-parleur avec le smartphone en même temps, vous imaginez, parce que si vous êtes au téléphone d'une main, ce n'est pas possible de masser en même temps. Donc, il y a tout un enchaînement qui fait que les tutos que vous avez sur Internet, sur l'application Staying Alive, que je vous ai mise, ou d'autres, hein, je n'ai pas d'action chez eux, ça vous permet de voir et de vous… Parce que le sentiment de panique et de peur fait que il ne faut pas avoir honte, hein, mais on a tendance à se sauver ou alors on est tétanisé, quoi. Donc, il faut regarder. Les réseaux sociaux ont beaucoup de défauts, mais ils ont aussi beaucoup de qualités et ça permet de le voir et puis de s'inscrire à différentes formations. Bonjour, docteur Paul Duchesne. Bonjour. Merci. Je crois que vous ne m'avez pas en visu, je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas bien grave. Tout d'abord, merci pour votre intervention simple, claire, nette et efficace. Ensuite, j'ai une ou deux questions. Mais deux questions, je vais quand même dire aussi que je suis plongeur, que j'ai fait des formations. Je conseillerais vivement à tout le monde d'aller faire une petite formation, je pense que de secourisme ou autre et de défibrillateur. Par rapport à un mannequin, vous comprendrez tout de suite qu'au bout de 2 minutes, on est archi-mort, qu'on ne peut pas le faire tout seul. Et que le défibrillateur, malgré tout, c'est relativement très simple, mais si on ne l'a pas vu une fois, c'est compliqué d'en parler comme ça. Donc, je conseille à tout le monde d'aller demander aux pompiers, à la Croix-Rouge, je ne sais où. Il y a même des trucs gratuits, donc il y a moyen de trouver ça tranquille et on apprend énormément de choses. Donc, essayez de trouver tous un petit stage, vous verrez, c'est super intéressant. J'ai d'autre part une petite question. La première question, je suis plongeur, j'ai 70 ans, je suis en forme physique à peu près normale. Est-ce que vous pourriez me parler, bon, c'est plutôt les pressions. Je passe un électrocardiogramme, en plus je suis inscrit à un club français, un club belge, en Belgique, il faut un électrocardiogramme par an pour l'inscription. Je vais voir un médecin fédéral, donc a priori, je suis en bonne forme par rapport à mes 70 ans, on va dire. Mais est-ce que vous pouvez toucher un mot? Est-ce que vraiment, par rapport aux pressions, puisque tous les 10 mètres sous l'eau, il y a un bar en plus de pression, est-ce qu'il y a vraiment une grosse incidence, hein? Je ne parle pas de saturation, désaturation, etc. Non. Mais quelqu'un qui a un problème cardiaque, est-ce que ça pose vraiment problème de plonger ou pas? Voilà, tout simplement. Alors, je pense que si vous êtes cardiaque, que vous avez une pathologie, c'est une contre-indication. D'accord. Enfin, une pathologie de toutes sortes. Je vous dirais que je ne connais pas bien le sujet. C'est bien entendu des problèmes de compression, de décompression, d'azote, de poumons, etc. Mais vous savez que le cœur… Alors là, je vais répondre par bon sens parce que je n'ai pas une expérience énorme là-dessus. Mais le cœur et le poumon sont en permanence reliés, bien entendu. Après, si vous avez un entraînement défini, si vous avez… je ne sais pas tous les combien, il y a forcément un certificat médical par an, et je ne sais pas ce qu'on vous demande il y a toute une liste, et puis bon, j'ai l'habitude… Les épreuves d'effort, on fait des échographies. Spécifiquement, moi je vais voir, bon, je vais le citer, Emmanuel Camus, qui est le médecin fédéral plongé, c'est un chirurgien de la main, mais qui a des formations supplémentaires. Il me demande si je vais bien, etc. Je suis tout à fait honnête avec lui, je fais faire tous les examens possibles, j'ai 70 ans, je vous le rappelle. Pour faire de la plongée, on fait 2 fois par semaine de la piscine, 1 ou 2 fois par semaine, et la plongée. Donc, et jusqu'à quelle profondeur? C'est suivant le niveau et votre technicité, quoi. Oui, bien sûr. Alors, en début d'année, évidemment, on ne descend pas trop profond. Il faut des plongées de réadaptation, puis petit à petit, on y va un peu plus. Mais bon, attendez… Si vous êtes bien suivi, je ne pense pas. Bon, maintenant, vous savez, malheureusement, on est tous pareils, hein. Là, j'arrive et il y a un moment, je pense qu'il faudra essayer peut-être de plonger moins profond quand même. Alors ça, c'est le bon sens, parce que je n'ai pas honnêtement d'études. Mais après… Les variations d'oxygène, les troubles du rythme, les variations d'oxygène, non, parce que potentiellement, moi je vous dis, je faisais beaucoup de montagnes en haute altitude, j'en fais moins, je me vais moins haut. Pour l'instant, je touche du bois, j'ai de la chance, j'ai pas de problème. Je pense qu'il y a alors c'est dur hein, quand on a une passion comme la vôtre, mais alors après, oui, si vous êtes bien suivi, pourquoi pas, hein.
Écoutez, moi, je me fais suivre très, très, très… Ouais, c'est important, de toute façon. Très, très bien, d'une part. Puis après, effectivement, donc vous, la montagne, c'est une question d'auteur, etc. Nous, c'est la profondeur et aussi la durée de la plongée, puisque ça dure beaucoup plus longtemps. Après, j'évite de faire absolument des plongées avec des paliers de décompression élevés, etc. J'essaye de rester dans la courbe, c'est-à-dire on va au plus profond, puis après on remonte assez vite, très progressivement pour désaturer. Oui, ça c'est plus les problèmes d'azote qui ne se transforment pas en bulles dans le cerveau. Voilà, mais je ne vais pas rentrer dans le détail pour embêter tout le monde avec ça, c'est spécifique aux plongeurs. Okay. Mais bon, je fais attention, etc. Quoi. Mais je veux dire, bon, à part un suivi, être le plus raisonnable possible, après, voilà, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de… C'est toujours difficile de connaître ses limites, en fait. Moi, je suis affolé parce que les trailers actuels, et Dieu sait que j'ai fait pas mal de sports d'endurance, mais on a ce qu'on appelle la bigorexie. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme-là. Vous regardez c'est l'addiction au sport. Et c'est des gens qui sont, c'est pathologique, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire sans courir. Vous faites un repas avec eux, ils vont vous parler de leur performance pendant tout le temps. Et c'est une addiction comme le tabac, comme l'alcool. Et donc, vous avez entendu parler de la diagonale du foie à La Réunion, de ces trucs-là. Et c'est des gens qui font des sports. Mais, et alors, pourquoi je dis ça? C'est qu'il y a une étude très intéressante qui va être faite là, ou qui est faite, mais on n'a pas les résultats dans l'Ouest. Je ne sais plus si c'est Caen ou Rouen. Donc, 5 boucles de 26 km. Ils ont pris 40 ultra-trailers qui vont être à chaque 26 km, arrêté, vu par un cardio, écho, vu par un neurologue, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, vu par des prises de sang, pour voir les conséquences physiologiques sur l'organisme. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant parce qu'on voit des gens, mais si vous voulez, le sport à outrance, c'est pas bon. Moi, je vois, j'ai pas suivi, j'ai mon collègue Sébastien Caudemont qui a suivi longtemps les footballeurs de Valenciennes, pour ne pas les citer, qui me montrait les électros en début de saison, mais moi, je les hospitalise tous. Hein. Vous avez un électro de cycliste de compétition, mais vous l'hospitalisez. Ils ont des hypertrophies cardiaques. Je ne connais pas les statistiques, mais le sport de compétition, et attention, hein, dites pas qu'il ne faut pas faire d'activité physique, mais je ne suis pas sûr que ce soit, enfin, je suis certain que ce n'est pas bon. Vous ne voyez pas de grands sportifs qui font de vieux os. Donc, il faut faire une activité physique, mais il ne faut pas tomber d'une addiction dans l'autre. C'est une façon de se sauver du tabac, etc., mais il faut raison garder, quoi. J'entends bien. Merci. J'ai un commentaire écrit qui dit que l'étude sur les trailers a été faite il y a 3 semaines. Voilà. Et j'en ai un autre… mais on n'a pas les résultats, je pense. Hein. Donc, l'étude sur les trailers… C'est Michel qui… D'accord. Je crois que c'est dans l'Ouest. Je ne sais pas si c'est Caen ou Rouen, mais c'est très intéressant. Moi, j'avoue que ça m'intéressera beaucoup de voir Parce que si vous voulez, après un marathon, vous savez que nous, quand mettons, moi ou vous arrivez aux urgences d'un hôpital XY ou d'une clinique XY, vous avez une douleur, on dose ce qu'on appelle, nous, les troponines. C'est les enzymes cardiaques. Donc, quand elles sont en dessous de 14, on est tranquille. Entre 14 et 50, on refait un deuxième dosage. Au-dessus de 50, on s'alerte, on se dit, oh là, il y a quelque chose. Un marathonien qui finit un marathon, ses troponines montent au-delà de 50. Donc, pour vous dire que, est-ce que, on n'a pas… Le seul centre en France de cardiologie du sport universitaire, c'est François Carré, qui est remarquable à Rennes, qui fait des études, et Sébastien Caudemont, qui a son DU de médecine du sport, le contacte régulièrement, pour avoir des avis dans des cas très compliqués. Au jour d'aujourd'hui, on est aidé par l'IRM cardiaque chez des grands sportifs, etc., ou bien même chez les non-sportifs. Ça donne des nouveaux renseignements sur la possibilité ou non d'aller jusqu'où aller, quoi. Enfin, on dérive un peu du sujet, mais… C'est intéressant ce que vous dites, docteur, parce qu'effectivement, il n'y a pas bien longtemps, justement, on me disait que marcher régulièrement, enfin, 4 heures par jour, tous les jours, c'était pas forcément bon. Voilà. Donc, ouais, alors, il faut, comme je disais, il ne faut pas non plus que ce soit une contrainte, quoi. J'ai parlé d'une demi-heure. Après, il faut savoir lire, il faut savoir regarder son smartphone, il faut savoir faire le temps de faire la cuisine, il faut savoir… mais si on réduit tout à s'obliger à marcher, la vie est triste. Hein. Et je ne suis pas un saint, hein, je veux dire, j'ai la chance de ne pas fumer, mais si on est en soirée en ami avec Patrick Chartin et quelques vieux souvenirs avec moi, on n'a pas… il faut vivre aussi, quoi. Hein. Mais moi, je suis…
effrayé de la puissance des lobbies, tabac, lobby agroalimentaire, qui empêchent les lois, vous savez, au niveau des députés. Enfin, je dérive, excusez-moi, on ne va pas passer le temps là-dessus, mais au niveau de l'Europe, des députés européens qui sous-voient, pour parler clairement. La vidéo ne fonctionne pas. Et donc, on sait qu'actuellement, la cigarette électronique, les cigarettiers mettent la main basse dessus et ils incitent quasiment les jeunes à commencer par la cigarette électronique, pour donner un exemple. Et les lois EVA, on en est loin. Bon, c'est bien, on ne fume plus dans les restaurants et les cafés, mais les lobbies sont vraiment très, très compliqués. Et malheureusement, nous, ce que je vous fais ce soir, c'est infinitésimal par rapport au matraquage que l'on a, que je vous disais dans les rayons, les saloperies de coca, de soda, de bonbons, oui, Haribo un petit peu de temps en temps, oui, un soda, pourquoi pas, mais pas à table en mangeant et pas du soir au matin, quoi. J'ai une question, docteur. Je suis chercheur, j'ai un doctorat. Mon domaine, c'est l'IA. Si je veux faire des études, parce que vraiment l'analyse de données, c'est mon sujet. Ouais. Si je veux faire ce type d'études en cardio, parce que le sujet m'intéresse maintenant, qui voir? Parce que je ne connais pas bien les gens du coin. Moi, j'étais sur Paris. Alors, c'est très intéressant. Moi, c'est un domaine où malheureusement, on a très peu de moyens. On a ce qu'on appelle un ARC, un attaché de recherche clinique à la clinique, qui pourrait sans doute nous aider dans ce domaine-là. Moi, j'ai plein de trucs que je voudrais… Vous savez, l'un de nos domaines, enfin, je vais encore dériver un petit peu entre le public et le privé, c'est que nous, on se bat, on a tous les moyens, notamment à Vauban, pour avoir des internes, on nous interdit d'en avoir. Et j'aimerais bien avoir des internes, notamment pour leur apprendre notre métier, et puis aussi pour faire des recherches sur ce que nous, on fait. Parce que, vous voyez, moi, mon activité, au jour d'aujourd'hui, j'ai la chance d'être un vieux cardio et de faire encore de la coronarographie dilatée, puis faire aussi des pacemakers, des défibrillateurs cardiaques, mais là, endocavitaires. Et il y a plein d'études. J'aimerais bien savoir, a posteriori, ce que ça donne sur les gens. On a des résultats, mais je n'ai pas d'études. Et aujourd'hui, enfin, votre demande m'intéresse beaucoup, mais au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas le moyen de le faire. Alors, c'est vrai que je ne suis pas chercheur non plus, mais essayer de faire le lien pour… surtout que l'IA, c'est l'avenir, c'est certain. Oui. Ça va nous permettre de progresser, de savoir si on fait bien ou si on fait mal. Je serais partant pour lancer des études ou des projets là-dessus. Écoutez, laissez-nous un petit mail et puis on vous mettra en contact avec Faisal, qui est très, très dévoué à ce sujet-là. Et si je peux intervenir, on vous aidera. Ça marche. Merci. Voilà. Écoutez, après, on ne va pas non plus… je pense qu'on ne va pas passer la nuit là-dessus. Moi, si ça vous a plu, je suis très content. Si vous pouvez faire surtout des petits autour de vous, et puis parce que c'est ça, c'est informer. Si la peur de manipuler un défibrillateur automatique en ville peut être diminuée par les formations, Croix-Rouge, pompiers, Internet, et puis c'est vrai que toucher, comme le disait l'un de vous, un mannequin, c'est bien. Et puis après, surtout, vivez, profitez. Une question, monsieur docteur Brimond. Est-ce que le fait de faire de l'apnée du sommeil a un lien avec les problèmes cardiaques? Parce que j'ai appris ici que le docteur Lorbert, malheureusement, votre collègue, il va s'en aller sur Dunkerque, c'est ça? Oui, malheureusement, pour des problèmes, il a eu un drame dans sa famille. Ouais. Voilà. Est-ce que ça a une incidence sur le problème cardiaque? Oui. Alors, en fait, vous savez que ça touche 5 à 6% de la population. C'est vrai que je ne l'ai pas parlé comme facteur de risque et ce n'est pas bien. Il faudra le rajouter dans mon slide. L'apnée du sommeil est un facteur de risque. Pourquoi? Parce qu'en fait, le principe, c'est vous ronflez, vous arrêtez de respirer, le taux d'oxygène dans le sang baisse, donc le cœur s'accélère et puis vous pouvez faire des troubles du rythme à cause de ça. Vous favoriser aussi la lésion de l'endothélium que j'ai évoquée dans les slides. Et donc, au jour d'aujourd'hui, on sait que l'apnée du sommeil donne des troubles du rythme cardiaque et donne de l'hypertension. Donc, au jour d'aujourd'hui, je dirais qu'il faudrait être quasi systématique. D'ailleurs, de plus en plus de gens
en fond, ils font des polygraphies en externe, hein, c'est-à-dire que vous avez un petit capteur que l'on vous met le soir et qu'on ramène le lendemain. Et s'il y a des doutes, soit le diagnostic est évident d'emblée, et s'il y a des doutes, on peut vous faire une polysomnographie, ce que fait Rémi Lombard à la clinique, et ce qu'il va faire à Dunkerque. A priori, il va être remplacé, hein, Rémi Lombard. Il va avoir des successeurs, donc rassurez-vous de ce côté-là. Mais c'est vrai que Rémi est remarquable. Donc, la polysomnographie, là, vous passez une nuit à la clinique et on enregistre votre sommeil et il affine, savoir si c'est un syndrome d'apnée du sommeil central ou périphérique. Vous savez que souvent, c'est les IMC supérieurs à 30 hein, qui ont les apnées périphériques par surcharge pondérale. Et vous avez des apnées centrales, vous avez des petits secs, des petits gens tout maigres, qui c'est au niveau cérébral. Ce n'est pas la même façon d'appareiller les gens pour dormir la nuit et ce n'est pas la même technique. Mais vous avez, heureusement que vous l'avez cité parce que c'est un vrai facteur de risque dont on prend conscience aujourd'hui. Alors, c'est un peu barbare comme traitement hein, puisque vous dormez avec un masque. L'industrie a quand même minimisé les choses et surtout les gens se sentent beaucoup mieux dans la journée. Vous savez, ces gens qui somnolent dès qu'ils s'arrêtent dans un fauteuil, qui se dorment et qui n'ont pas de capacité, qui sont fatigués le matin au lever, c'est souvent c'est quasi certain qu'on va trouver quelque chose à la polysomno. Donc, effectivement, alors c'était les pneumologues qui faisaient ça initialement. Et puis, en fait, comme les cardiologues se sont rendus compte que troubles du rythme, hypertension, ils s'y sont mis aussi. Et maintenant, c'est ouvert à beaucoup, beaucoup de spécialités. Merci. Deux dernières questions. Je suis désolé, je vais aller très vite. Juste pour aborder le sujet, il y a 0 contre-indication entre la 3e dose et les gens qui ont eu des pathologies cardiaques pour le vaccin Covid. Là, je suis catégorique. Alors, il y a une exception qui est actuellement en étude, c'est la myocardite. Alors, la myocardite est une inflammation du muscle cardiaque. Oui. Je vous ai parlé de l'électricité, des durites du moteur, mais il n'y a pas que ça hein, dans le cœur, vous doutez. Hein. La myocardite est souvent virale. Pas toujours, on ne sait pas. C'est une maladie auto-immune, comme le diabète de type 1 détruit le pancréas. Il y a plein d'incertitudes là-dessus. Et il y a, avec notamment Moderna, chez le jeune, il y a eu quelques myocardites qui ont toutes récupéré. Alors, je ne vous raconte pas ce qui s'est passé dans les réseaux complotistes, etc. Oui, c'est pour ça que ils s'en sont gavés. Et c'est bien entendu. Voilà, c'est bien entendu, ils s'en sont gavés. Au jour d'aujourd'hui, vous savez qu'on parle de vacciner 5 ou 12 ans. Actuellement, on est dans le Nord, il faudrait voir les chiffres parce que tous les jours, ça augmente. On doit être à une incidence de 250 pour 100 000 habitants de positifs. Les enfants, c'est 500. C'est 500. On sait qu'ils sont beaucoup plus contaminants parce qu'ils n'ont pas du tout été protégés. Ils se mélangent dans les classes maternelles, etc. Donc, la question est de savoir s'il faut les vacciner. Et là, donc, Israël, les États-Unis, j'oublie un 3e pays, a autorisé d'emblée, ils ont enfoncé, et l'Europe actuellement attend un peu pour autoriser. Alors, un antécédent de myocardite est une contre-indication. Tous les mots qui se finissent par it, ça veut dire inflammation, sauf l'artérite qui est bouchée les artères des jambes. Mais it, c'est une inflammation. Donc, myocardite, c'est une inflammation des muscles cardiaques qui donne une insuffisance cardiaque. Et donc, effectivement, ce qu'on sait, alors j'ai pas, mais toutes les études ont prouvé que les